Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre est plus qu'une simple histoire. C'est une chute lente, douloureuse et terriblement humaine. Et si tout ce que vous pensiez être vrai dans votre vie n'était qu'une illusion parfaitement huilée? Et si la personne que vous aimez le plus cachait une trahison si profonde, qu'elle pourrait vous briser à jamais? J'ai cru vivre dans un cocon. Je n'avais aucune idée que ce cocon était en train de brûler lentement, de l'intérieur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like si cette histoire vous touche, et surtout, écrivez en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. C'est essentiel pour faire vivre cette voix. J'ai longtemps cru que mon mariage était une version moderne du bonheur tranquille à la française. Une maison à 2 étages avec un petit jardin bien entretenu, une étayée au cordeau, une barrière blanche. L'image même de la stabilité, de l'amour solide, de ce que tout homme rêve de construire. Avec Élise, tout semblait couler de source. Elle était douce, élégante, toujours prête à réconforter, à désamorcer les tensions d'un simple sourire. Et moi, idiot heureux, j'étais fier. Fier de l'avoir à mes côtés. Fier de ce que nous avions bâti. Élise avait une fille d'un premier mariage, Manon, une ado de 15 ans quand je suis entré dans leur vie. J'ai essayé d'être un bon beau-père. Ce n'était pas toujours facile. Elle s'engueulait souvent pour des broutilles, des horaires, des fréquentations, des devoirs. Je tentais de faire le médiateur, parfois avec succès, parfois pas. Mais malgré tout, une certaine routine s'installait, barbecue du dimanche, dîner en semaine, quelques sorties au centre commercial. Le genre de quotidien qu'on appelle normal. Mais maintenant, en y repensant, je me rends compte que les premiers signaux étaient là. Subtils. Presque invisibles. Comme ce coup de fil étouffé, un soir. J'entre dans le salon, Élise rit, puis tout à coup, chuchote. Un regard furtif, presque coupable. Mais je n'ai rien dit. Je me suis dit qu'elle parlait boulot, qu'un client lui avait sûrement raconté une histoire amusante. Le stress peut rendre les choses étranges, non? Et puis, il faut bien faire confiance à sa femme, non? Dans ces moments-là, Manon paraissait distante. Je croyais à une crise d'ado. Si j'avais pris le temps d'écouter, vraiment écouter, peut-être que tout aurait changé. Mais j'étais englué dans cette routine qui tue. Je me levais tôt, j'allais bosser, je rentrais crevé. Nos échanges devenaient des phrases interrompues, des regards à moitié absents. Ironie du sort, c'était souvent le week-end que nous fonctionnions le mieux, Élise et moi. Tandis qu'elle faisait tourner la maison à l'intérieur, moi je peignais les volets ou tondais la pelouse. On se retrouvait ensuite dans la cuisine, elle coupait les légumes, moi je grillais les viandes. Un balai bien huilé. Et pourtant, il y avait quelque chose. Une infime tension dans l'air. Comme une corde de violon trop tendue, prête à casser au moindre geste brusque. Je ne pourrais pas dire quand ça a commencé exactement, mais un jour, j'ai remarqué que je scrutais son visage. Que je cherchais, désespérément, une trace d'authenticité. Une preuve que tout ça était vrai. Je n'avais rien à lui reprocher. Je bossais dur, je lui restais fidèle, je respectais Manon. J'étais convaincu que nous traversions une simple zone de turbulence comme tous les couples. Mais en réalité, la tempête s'approchait. Et j'étais complètement aveugle à l'ouragan qui allait tout balayer. Les jours ont continué à défiler, et avec eux, les doutes ont commencé à se glisser dans les interstices de ma conscience. Au début, je les chassais, comme on chasse un moustique agaçant qui tourne autour de l'oreille. Mais ils revenaient. Plus insistants. Plus sombres. Élise rentrait de plus en plus tard du travail. Elle disait que son patron avait besoin d'elle sur des projets urgents, que les heures supplémentaires étaient inévitables. Et moi, fidèle idiot, je la croyais. Après tout, elle travaillait dans la vente. Je savais que ce métier exigeait parfois des sacrifices. Je ne voulais pas passer pour le mari méfiant, pour celui qui soupçonne sans preuve. Mais les incohérences ont commencé à s'accumuler. Des reçus de restaurants jamais visités. Des notes d'hôtel qui n'étaient pas les nôtres. Un parfum nouveau flottait dans la maison, un sillage que je ne reconnaissais pas, qu'elle ne portait jamais avec moi. Et puis il y avait ce téléphone. Toujours collé à elle. Toujours en mode silencieux. Et si, par hasard, elle devait le charger dans le salon,
Il était posé face contre la table. Jamais face visible. Les mots entre nous sont devenus mécaniques. Les regards fuyants. Je posais une question simple, elle répondait par une demi-vérité. Ou par une irritation soudaine. Parfois même, je percevais dans ses yeux une lueur, de peur. J'ai tenté de me raisonner. On dit que les hommes qui doutent sans preuve détruisent leur propre maison. Que la jalousie tue l'amour plus sûrement que la trahison. Mais au fond, la peur avait changé de camp. Ce n'était plus la peur d'avoir tort. C'était la peur d'avoir raison. D'avoir été dupé. Trompé. Ridiculisé. Moi qui m'étais toujours targué d'être lucide, direct, droit. J'étais en train de devenir un homme qui espionne du coin de l'œil. Qui retient sa colère comme un volcan en sommeil. Mon calme légendaire craquait aux coutures. Même Manon semblait affectée. Elle marchait dans la maison comme une âme errante, les épaules voûtées, le regard fuyant. Parfois, elle me lançait un regard étrange, de la pitié, ou pire, de la peur. Je me disais qu'elle sentait la tension entre sa mère et moi. Cette fille était plus fine qu'elle ne le laissait paraître. Une nuit, je l'ai surprise à tourner en rond dans le salon, les mains tremblantes, les lèvres serrées. Elle voulait parler, j'en suis sûr. Mais quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle s'est contentée de hocher la tête, puis elle a disparu dans sa chambre. J'essayais de maintenir les apparences. Les soirs où Élise était à la maison, on dînait tous ensemble. On regardait un film, parfois on sortait un jeu de société. Mais tout sonnait faux. Les sourires étaient forcés. Les rires creux. Et toujours, ce téléphone qui vibrait sans fin, comme un rappel cruel que quelque chose m'échappait. Même au travail, je n'étais plus le même. Mon patron m'a fait une remarque sur ma nervosité. Un collègue a plaisanté, « Ta femme te rend dingue, non ?» J'ai failli lui casser la gueule. Sa blague avait touché un nerf à vif. Je m'accrochais à l'idée que tout cela n'était qu'un malentendu. Que peut-être, Élise me préparait une surprise, ou traversait un moment difficile dont elle n'osait pas parler. Peut-être même qu'elle avait un problème de santé. J'ai inventé toutes les excuses possibles. Parce que l'alternative, celle d'une épouse double, infidèle, cette idée me dévorait lentement. Chaque fois qu'elle sortait tard, qu'elle recevait un appel soudain, chaque fois que ses yeux évitaient les miens, mon cœur se serrait. J'ai tout fait. La maison elle-même, autrefois refuge, devenait oppressante. Et pourtant, malgré tous les signes, malgré cette voix dans ma tête qui criait « Regarde bien », je restais là. À attendre. À espérer que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais j'ignorais encore que la vérité allait me frapper bien plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel samedi. Élise était soi-disant au travail, encore une fois. Manon traînait dans la maison, l'air nerveux, presque fébrile. Je l'ai vue passer et repasser devant le salon, comme si elle cherchait le courage d'entrer. Moi, affalé devant un match de foot, j'essayais d'ignorer l'angoisse qui me rongeait de l'intérieur. Mon cœur battait plus vite que je ne voulais l'admettre, comme s'il sentait déjà que ce samedi ne serait pas comme les autres. Puis, d'un geste soudain, Manon s'est approchée et a éteint la télévision. Je me suis raidi. Mon premier réflexe fut la colère. On ne m'interrompt pas ainsi, surtout dans cet état de tension. Mais quelque chose dans sa posture m'a arrêté net. Elle tremblait. Elle me regardait comme on regarde quelqu'un qu'on va devoir blesser. Elle a murmuré, « Il faut que vous m'écoutiez, vraiment. » Sa voix tremblait, et dans ses mains, elle tenait une petite clé USB. Mon cœur s'est figé. J'ai senti l'air se vider de mes poumons. « Maman, elle n'est pas au travail », a-t-elle dit. Avant même que je puisse formuler la moindre question, elle m'a tendu la clé. J'ai trouvé ça sur son ordinateur. J'ai hésité. Mon esprit criait de ne pas y toucher, de ne pas savoir. Mais mes mains se sont emparées de la clé, presque malgré moi. Je l'ai branchée sur notre ordinateur du salon. Les fichiers s'ouvrent un à un, comme des coups de poing. Messages. Photos. Conversations entières avec un homme inconnu, trempées d'aveux, d'envie, de promesses sales. Des mots qu'elle ne m'avait jamais dit à moi. Des photos d'elle, dans des tenues que je ne l'avais jamais vue porter, posant comme pour un autre homme.
Des reçus de restaurants hors de notre budget. Et puis, le clou dans le cercueil, des photos d'eux deux. Ensemble. Riant. Se tenant la main dans les rues illuminées d'Aix. Des dates. Des heures. Et je me souvenais trop bien de ces soirées. Celle où elle m'avait dit qu'elle était bloquée au bureau. Je me suis figé, le cœur battant si fort que j'en avais la nausée. Manon, derrière moi, ne disait rien. Mais elle tremblait. Elle avait vu. Elle savait. Et malgré son âge, malgré sa position, elle avait eu le courage de venir me le dire. Je l'ai regardée, cette gamine prise au piège entre loyauté filiale et vérité. J'ai vu ses yeux s'embuer de larmes, et j'ai su que je ne pouvais pas la mêler davantage à cette guerre d'adultes. C'est entre ta mère et moi, ai-je soufflé. Elle a hoché la tête et s'est éclipsée. Je suis resté seul face à l'écran, à tout ce qu'il me montrait. À tout ce qu'il ne serait plus jamais possible d'ignorer. Il n'y avait plus de doute. Plus d'échappatoire. Mon épouse, mon amour, menait une double vie. Une façade à la maison. Une autre dans des hôtels bon marché et des restaurants chics. Tout ce que je croyais avoir construit, n'était qu'un mensonge soigneusement entretenu. Mon estomac s'est tordu sous la rage et la honte. Elle m'avait trahi. Elle avait trahi Manon. Et elle pensait peut-être pouvoir continuer à vivre sous mon toit comme si de rien n'était? Non. C'était fini. Cette nuit-là, j'ai attendu son retour comme un animal en cage, prêt à mordre. Et quand elle est enfin rentrée, son sourire a vacillé en croisant mon regard. Elle savait. Au fond d'elle, elle savait que tout avait changé. Quand Élise a refermé la porte d'entrée ce soir-là, je me suis levé sans dire un mot. Nos regards se sont croisés, et son sourire, d'ordinaire si assuré, s'est effacé en une fraction de seconde. Elle a senti. L'atmosphère avait changé, lourde, électrique. Elle a posé son sac, hésitante. J'étais au travail, a-t-elle dit, sa voix trahissant une nervosité nouvelle. Je me suis avancé, lentement, chaque pas chargé d'une colère que je peinais à contenir. Ah oui, ai-je murmuré, le ton tremblant mais sec. Alors explique-moi ça. J'ai tendu la main vers le bureau, où la clé USB était encore branchée. Les fichiers ouverts en plein écran. Les messages. Les photos. Les preuves. Elle a pâli. Immobile, figée comme une biche prise dans les phares. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Je me suis approché, j'ai cliqué sur les images une à une, les exposant devant elle, comme on dresse les pièces à conviction d'un procès inévitable. Au début, elle a nié. Pathétiquement. Elle a parlé de malentendus, de photos anciennes, de montage. Des mots en l'air, désespérés, creux. Mais ses yeux trahissaient autre chose. Elle savait que le jeu était fini. J'ai hurlé. Pour la première fois depuis des années, j'ai hurlé. Des insultes. Des accusations. Des vérités qu'elle refusait de regarder en face. Mon poing s'est abattu sur la table, une fois, puis une autre. La colère me consumait. Mais je n'ai pas levé la main sur elle. Je m'y suis juré. Elle s'est effondrée dans un fauteuil, en larmes. Des excuses en cascade, des promesses de changement, des aveux en demi-teinte. C'était une erreur, disait-elle. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. C'était grotesque. Une comédie minable jouée par une femme acculée. Moi, je bouillonnais. Je ne pouvais même plus la regarder. Je la revoyais rire avec cet autre homme. Je la revoyais me mentir en souriant, nuit après nuit. Tout ce que nous avions partagé était désormais souillé. Dans un coin du regard, j'ai aperçu Manon, figée en haut des escaliers. Témoin muet d'une guerre ouverte. J'ai ravalé ma voix, je me suis forcé à reprendre le contrôle. Je lui avais promis de ne pas l'impliquer. Mais la haine en moi ne faisait que grimper. Combien de fois, ai-je demandé, glacé. Elle a détourné les yeux. J'ai répété la question. Plus fort. Elle a balbutié un chiffre, à peine audible. J'ai senti mes poings se serrer. Chaque nombre, chaque rendez-vous secret, c'était une trahison de plus. Une nuit où elle me regardait droit dans les yeux, en sortant de chez un autre. Je lui ai dit ce que je pensais d'elle. Cruellement. Froidement. Je lui ai craché ma vérité à la figure.
que je regrettais de l'avoir aimée. Que je ne voulais plus jamais qu'elle me touche, qu'elle me parle, qu'elle existe dans mon monde. Elle s'est effondrée plus bas encore, pleurant, suppliant. Mais c'était fini. Définitivement fini. Rien, aucun pardon, aucune thérapie, ne pouvait reconstruire ce qu'elle avait détruit. Je suis monté me coucher, seul. Le cœur battant. Le goût du sang dans la bouche. Et dans le silence noir de cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Tout en moi brûlait. Les jours qui ont suivi se sont étirés comme une punition lente et silencieuse. La maison, autrefois vivante, était devenue une prison froide, figée dans une atmosphère de tension et de rancune. Élise avait quitté notre chambre sans un mot, s'installant dans ce que nous appelions autrefois la suite des beaux-parents, aujourd'hui son purgatoire personnel. Elle rôdait dans les couloirs, parfois sur le point de parler, de s'excuser encore, mais un seul regard noir de ma part suffisait à la réduire au silence. Je ne voulais plus l'entendre. Elle n'avait plus rien à dire qui puisse effacer ce qu'elle avait fait. Manon, elle, se tenait à l'écart. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Elle allait à l'école, revenait, et s'enfermait dans sa chambre, fuyante, presque transparente. Je la croisais parfois dans la cuisine, cherchant de quoi grignoter, mais elle ne me regardait plus dans les yeux. Et moi, je n'avais pas la force de briser ce silence. Elle avait été la seule à me montrer la vérité, mais cette vérité nous avait tous fracassés. Chaque jour, je sentais l'amertume s'infiltrer un peu plus profondément en moi. Tout me rappelait Élise, les photos sur les murs, nos vêtements encore accrochés ensemble dans le placard, les plats qu'elle cuisinait. Même l'air semblait empoisonné par sa présence. Puis, un dimanche, alors qu'Élise était sortie, peu m'importait où Manon a frappé à la porte de mon bureau. Elle n'était plus la même. Plus pâle. Plus fragile. Elle s'est tenue là, tremblante, puis m'a demandé « Vous allez vraiment partir ?» Sa voix était douce, presque brisée. Cette question m'a transpercé. Oui, je pensais à partir depuis des jours. Oui, j'avais déjà commencé à m'organiser. Mais l'entendre dans la bouche de Manon, c'était autre chose. Je l'ai regardée, incapable de lui mentir. Elle avait le droit de savoir, même si la vérité faisait mal. Elle a baissé les yeux, et dans ce silence pesant, j'ai compris que mon départ serait pour elle un autre abandon. Elle qui avait déjà perdu une mère en qui elle ne pouvait plus croire. Et maintenant, c'était moi qu'elle allait voir disparaître. J'ai tenté de la rassurer, maladroitement. Je lui ai dit que je tenais à elle, que j'étais reconnaissant pour son courage, mais mes mots sonnaient creux. La vérité, c'est que j'ai tout fait. Je ne pouvais plus rester. Pas ici. Pas avec tout ce poison autour de moi. Alors j'ai continué à préparer mon départ, en silence. J'ai posé quelques jours de congé sous prétexte d'une urgence familiale. J'ai transféré mes économies vers un compte séparé. J'ai loué un petit box dans une commune voisine, où j'ai discrètement entreposé mes papiers, mes souvenirs, tout ce que je refusais de voir souillé ou utilisé contre moi dans une bataille future. Élise semblait avoir compris. Elle ne me posait plus de questions. Elle passait à côté de moi comme une ombre. Peut-être espérait-elle encore un miracle. Peut-être se berçait-elle d'illusions. Mais moi, j'étais décidé. Et pourtant, malgré ma résolution, une culpabilité étrange m'envahissait chaque fois que je croisais le regard de Manon. Je ne lui avais rien dit de mon plan. Par peur qu'elle ne le révèle à sa mère, ou peut-être parce que je n'assumais pas de l'abandonner, elle aussi. La nuit, je restais éveillé à me demander, devais-je demander la garde? Devais-je l'emmener avec moi? Mais je n'étais que son beau-père. Et le poids d'un tel combat juridique, dans cet état de rage et de fatigue, me semblait insurmontable. Alors je me suis accroché à une seule certitude, je ne pouvais pas rester. Il fallait que je parte. Que je disparaisse avant que cette maison, ce passé, ne m'engloutisse. Le mardi soir, tout était prêt. La maison était plongée dans une obscurité familière, presque apaisante, si l'on oubliait le poison silencieux qui y régnait. Le bourdonnement discret de la climatisation était le seul bruit, comme si même les murs retenaient leur souffle. Élise s'était enfermée dans la chambre d'amis, sans un mot. Manon devait être allongée sur son lit, noyée dans ses devoirs ou scrollant sur son téléphone pour échapper à ce quotidien devenu irrespirable.
Moi, j'étais dans notre ancienne chambre, en train de zipper ma dernière valise. Tout ce que je voulais emporter était déjà stocké dans mon box, loin de cette maison. Objets de valeur sentimentale, papiers importants, quelques vêtements, le reste, je le laissais derrière moi comme on laisse les cendres d'un feu éteint. Je me sentais étonnamment calme. Un calme brutal, presque mécanique. Chaque geste était précis. Réfléchi. Calculé. Il ne restait qu'à partir. J'avais prévu le transfert de mon courrier vers une boîte postale, vérifié mes comptes, et même envisagé où je pourrais aller. Peut-être la Côte d'Azur, peut-être encore plus loin. Là où personne ne me connaissait. Là où je pourrais respirer de nouveau. Alors que je m'apprêtais à descendre les escaliers, un léger coup frappé à la porte m'a arrêté net. C'était Manon. Ses yeux étaient brillants, rouges d'émotion contenue. Elle m'a regardé en silence, puis, dans un souffle, « Vous partez, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question. C'était une constatation douloureuse. J'ai simplement hoché la tête. Je ne pouvais pas mentir, pas à elle. Mon cœur s'est serré. J'aurais voulu lui dire que tout irait bien, qu'elle n'était pas seule, que j'étais là pour elle. Mais je n'avais plus cette place. Je n'étais que l'homme qui allait disparaître. Elle a fait un pas vers moi, hésitante, puis a murmuré « Vous avez besoin d'aide ?» Sa voix tremblait. J'ai refusé d'un geste, mais cette simple phrase m'a presque brisé. Cette bonté, cette loyauté, elle ne venait pas de sa mère, mais de cette gamine que je n'avais jamais vraiment méritée. Elle a baissé les yeux. « Je suis désolé, a-t-elle dit, la voix brisée. Pour tout. J'ai posé une main sur son épaule, doucement. Tu n'as rien fait de mal, Manon. Tu as fait ce qu'il fallait. Et sans un mot de plus, j'ai fermé la porte derrière moi. Je suis descendu lentement, valise à la main. Dans la cuisine, je me suis arrêté quelques secondes. Le silence me hurlait aux oreilles. Je voulais lui laisser un mot. Pas une lettre. Juste une dernière vérité. Alors j'ai pris un post-it et j'ai griffonné « Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Adieu. » Je l'ai collé sur le plan de travail, là où elle ne pourrait pas le manquer. Dehors, la nuit était fraîche, presque tendre. L'air sentait la liberté. Ma voiture était garée un peu à l'écart, derrière un vieux chêne. J'ai déposé les valises dans le coffre, jeté un dernier regard vers les fenêtres éteintes de cette maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hésité. J'ai démarré sans me retourner. Plus d'explications. Plus de scènes. Plus de mensonges. J'avais rompu la chaîne. J'étais enfin libre. Peut-être qu'un jour, je reverrai Manon. Peut-être qu'un jour, nos chemins se croiseront de nouveau. Elle m'a montré plus de loyauté que celle qui portait mon alliance. Mais pour l'instant, je devais m'effacer. Me reconstruire. Ailleurs. En silence. Sans trace. Si la vie a un sens de la justice, alors Élise se réveillera un matin dans cette maison vide, envahie par le poids glacial de ses trahisons, et comprendra, trop tard, qu'elle a détruit l'unique amour sincère qu'elle avait reçu. Et moi? J'étais déjà loin, emporté par la route et par une colère muette, la seule chose qu'elle n'aurait jamais pu me voler. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur « J'aime » et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.